Bonjour et bienvenue sur Charging Station, non pas pour un essai électrisant cette semaine, mais bien pour faire le bilan, un premier bilan après 1 an et 15 000 km parcourus au volant de ma Polestar 2. Si vous êtes des fidèles de Charging Station, vous le savez, la Polestar 2, c'est finalement la voiture que j'ai choisie dans sa version de lancement, qui était la seule qui existait à ce moment-là, c'est-à-dire la version dual motor avec les packs Plus et Pilote, choisi donc il y a à peu près 1 an maintenant, c'était en mai 2021, après avoir essayé bien sûr sur Charging Station des dizaines de voitures électriques et électrifiées, autrement dit hybrides rechargeables. Alors pourquoi avoir choisi la Polestar 2? Est-ce que c'est un choix que je referais aujourd'hui après 1 an à son volant et 15 000 km parcourus? Quels sont ses aspects positifs, ses points négatifs que j'ai pu rencontrer durant cette année à son volant? Eh bien je vais vous en parler, je vais tout vous dire dans cette vidéo, une vidéo sans concession. Il y a du plus, il y a du moins également, et c'est promis, je vous parlerai de tout. Il n'y a pas de tabou. Étant donné que cette voiture est un leasing chez Arval, eh bien je vous parlerai aussi de cette formule, ce qu'elle a comme avantage. Je vous en parle chaque semaine dans les vidéos Charging Station. Qu'est-ce que ça donne concrètement au bout d'1 an et de 15 000 km parcourus? Eh bien ça aussi, je vous en parlerai dans la suite. Vous vous posez des questions concernant la Polestar 2, toutes les réponses se trouveront évidemment dans cet essai. En attendant, je vous invite à aller revoir l'essai de la Polestar 2, la version dual motor. C'est toujours disponible ici, allez cliquer sur le petit lien. Et puis juste derrière, je vous mettrai le lien vers la version single motor, essayée plus récemment. Comme ça, vous aurez un aperçu vraiment global d'abord des deux voitures en cliquant sur les liens et puis de cette année au volant de cette Polestar 2 dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme chaque semaine, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on sera en Allemagne, chez Audi, avec l'essai très électrisant de l'Audi A8 en version hybride rechargeable. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes, je vous en reparle tout à l'heure. Alors, premier point, pourquoi avoir choisi une Polestar 2? C'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était la Tesla Model 3 que j'avais adoré au moment où je l'avais essayé, au moment de sa sortie. C'était l'essai de la Tesla Model 3 bleue qui se trouve toujours accessible sur Charging Station. J'avais adoré cette voiture et à l'époque, j'avais une voiture de société chez mon employeur et j'ai fait des pieds et des mains pour qu'il passe à l'électrique, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et au final, je me suis rendu compte en discutant, etc., que j'allais pouvoir avoir une voiture électrique, mais sans doute pas celle que je voulais et donc sans doute pas une Tesla Model 3. Et puis j'ai eu l'occasion d'essayer le modèle 2022 de la Tesla Model 3 avec la suppression du Chrome Delete, etc. et quelques améliorations. C'est l'essai de la Tesla Model 3 rouge dans le même décor d'ailleurs qui est toujours accessible sur Charging Station. Et puis là je me suis rendu compte malheureusement durant cet essai que j'ai été vraiment déçu en fait. Déçu de voir que cette voiture avait des problèmes d'ajustement au niveau des panneaux de portière, au niveau des garnitures à l'intérieur aussi, on pouvait passer le doigt entre le montant de pare-brise et le toit, le plafond. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu et j'ai trouvé qu'aussi au niveau des aides à la conduite, il y a pas mal d'aides à la conduite disponibles qui fonctionnent très très bien. Mais en Europe, tout ça est fort bridé et c'est pas de mal la veille qu'on pourra débrider tout ça et rouler comme aux États-Unis en utilisant toutes les aides à la conduite disponibles, en tout cas en Californie. Et donc je me suis dit, voilà, payer un supplément pour avoir des aides qui sont à moitié utilisables. Finalement, j'étais pas chaud, mais c'est vraiment surtout l'aspect finition, le manque de soin apporté à la finition de la voiture. Et pour moi, c'est un aspect qui est très important. Et je comprends que pour d'autres, ça ne le soit pas. Mais moi, c'est un argument qui, pour moi, est assez important parce que voilà, quand on paye un certain montant et un montant certain, on s'attend quand même à avoir des finitions qui sont un peu à la hauteur, ce qui n'était pas le cas.
Alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes les Tesla, certainement d'ailleurs celles qui viennent de Shanghai qui sont très très bien finies. L'essai de la Tesla Model Y disponible également sur Charging Station l'a montré. Mais voilà, puis celles qui sont produites là maintenant dans l'usine de Berlin seront sans doute aussi très bien finies. Mais voilà, j'étais déçu de ce que j'ai eu à ce moment-là comme voiture à essayer en termes de finition. Et puis je me suis souvenu que j'avais essayé parmi les voitures une qui m'avait particulièrement tapé dans l'œil comme on dit, c'est la Polestar 2. Polestar 2 Dual Motor que j'avais essayé donc quelques mois auparavant et qui m'avait laissé un très très bon souvenir en fait. Je l'avais gardé dans un petit coin de la tête en me disant celle-là c'est quand même une très chouette voiture. Alors elle n'est pas parfaite non plus, hein. Si vous allez voir l'essai, vous vous rendrez compte qu'il y a quelques points que j'avais soulevés et qui m'embêtaient un petit peu. C'était le cas notamment des poignées de porte que je trouvais pas très très fluide au niveau du design. Bon finalement maintenant ça me pose moins de problèmes. La console centrale qui est assez massive, c'est toujours le cas maintenant, la position de conduite que j'ai eu un petit peu de mal à trouver, etc. Mais par rapport à la Tesla Model 3, il y avait aussi un point sur la Tesla Model 3 que j'ai pas évoqué il y a un instant, c'était la fermeté des suspensions. Je trouvais que les suspensions étaient vraiment très très dures. Alors ici, justement, on a un bon compromis entre le confort et puis l'aspect un petit peu sportif, puisque cette voiture a quand même 408 chevaux, on a envie de se faire plaisir de temps en temps. Et puis on a un aspect ici qui est un aspect solide. On sent qu'on est dans quelque chose de bien construit, de solide, de plus lourd, hein, on va pas se cacher qu'une Tesla Model 3. Mais voilà, c'est quelque chose de rassurant, de solide. Et quand on a des accélérations qui sont dont le sentiment d'avoir une accélération importante est renforcé par le fait que la voiture est bien campée sur ses roues et oui, je le disais, vraiment solide. Elle a l'air bien construite et ça rassure. Voilà, pas de problème d'ajustement des panneaux de porte, etc. Tout est bien construit, tout est bien fini à l'intérieur également, etc. Donc voilà. Et puis alors il y a ce petit charme Polestar qui vient de Volvo, hein, puisqu'à la base c'était la branche sportive de Volvo, c'est maintenant une marque à part entière. Et donc il y a cet aspect un peu Volvo, un peu scandinave que j'aime bien à l'intérieur. C'est pas de l'allemand, c'est pas du français, c'est vraiment très typique à Volvo, c'est scandinave et moi j'aime bien, moi qui ai eu dans le passé une Volvo V60, voilà, ça m'avait laissé de très bons souvenirs et j'adore ces intérieurs scandinaves. Alors la seule version qui était disponible au moment du lancement, c'est donc cette version-là, la version Dual Motor. C'était la version de lancement avec le pack Plus et le pack Pilote qui sont inclus. Et puis une seule option était disponible, c'était le pack Performance. Donc l'occasion d'avoir, alors pas plus de performance justement, mais des aspects de look un petit peu sportif. Les valves notamment couleur dorée, également les ceintures de sécurité, les étriers de frein, etc., etc. Donc voilà, des éléments esthétiques qui venaient renforcer le côté sportif de la voiture et puis des jantes plus importantes. Et en tout cas pour les éléments de couleur qui ne me plaisaient pas déjà à la base, mais certainement pour le côté confort, j'ai préféré conserver la version de base avec les jantes d'origine et pas les jantes plus grosses et qui auraient forcément dégradé un petit peu le confort de la voiture. Au rayon des points négatifs, je le disais, donc la console centrale, la position de conduite pas évidente. Et puis alors, c'est un fait qui est objectif, il faut le dire aussi, une consommation qui est malheureusement plus importante au niveau de cette voiture, la Polestar 2, par rapport à une Tesla Model 3. C'est sûr qu'on est quelques kilowattheures au 100 km au-dessus de ce qu'on pourrait retrouver avec une Tesla Model 3. Voilà, il faut le savoir. On va pas dans une voiture à moteur thermique. Tout le monde ne roule pas dans la voiture à moteur thermique qui consomme le moins. Chacun choisit et a des critères qui sont plus ou moins importants en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce à quoi on accorde de l'importance. Voilà, j'ai pris le pli de dire que voilà, cette voiture consomme un petit peu plus qu'une Tesla Model 3, mais après elle apporte d'autres choses qui pour moi sont importantes et notamment, je le disais, en matière de finition. La ligne, donc moi j'adore, alors c'est très subjectif évidemment, mais je trouve qu'elle a l'air extérieurement, elle a l'air plus solide, plus massive qu'une Tesla Model 3. Elle a de la personnalité, me semble-t-il, notamment au niveau de la face avant et au niveau des phares, je la trouve vraiment sympa. Et puis l'arrière, ce bandeau LED également qui fait tout le tour de l'arrière, je le trouve assez sympa. Le haillon, ce qui n'est pas le cas sur une Tesla Model 3, le fait d'avoir un haillon sur cette voiture, j'ai trouvé que c'était un élément en termes de praticité qui est important. Et puis une certaine
Exclusivité aussi, hein. On n'en voit pas partout. Alors cette voiture, elle s'est vendue l'année dernière à 30 000 exemplaires. Polestar avait tablé sur 20 000, donc c'est un franc succès. D'ailleurs, en ce moment, le configurateur en ligne ici en Belgique est inaccessible parce qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment. La firme de location de voitures Hertz vient de commander aussi plusieurs dizaines de milliers de Polestar 2 étalés évidemment sur plusieurs années. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai engouement en ce moment autour de cette voiture qui est vraiment un succès. Et malgré tout, on en voit quand même beaucoup moins que la Tesla Model 3. Donc je le disais, il y a une forme d'exclusivité. Et puis alors Android Automotive, ce système qui pilote la voiture, qui donc règle tout le système d'infodivertissement, etc. de la voiture, tout le tableau de bord de la voiture, est pour moi un système qui est très prometteur. Alors là, j'y reviendrai dans la suite également. On fera un point spécifique sur Android Automotive. Il y a du plus, il y a du moins aussi. Mais voilà, donc pourquoi avoir choisi cette Polestar 2? Eh bien, par rapport au prix, par rapport aux critères qui sont importants pour moi, par rapport à la ligne, très subjective, par rapport à voilà, cette certaine exclusivité, ce petit côté Volvo que j'aime bien et scandinave. Voilà toutes les raisons qui m'ont poussé à choisir la Polestar 2, même si, et vous le verrez dans l'essai de la Polestar 2 que vous pouvez revisionner, il y avait quelques petites choses qui m'ennuyaient un petit peu, notamment au niveau de la position de conduite qui est moins facile à trouver que dans une Volvo, et au niveau de la console centrale, donc un petit peu massive. Deuxième point, le bilan agrément de conduite. Alors s'il y a bien un point sur lequel je ne vais pas m'éterniser parce qu'il n'y a que du positif à dire, c'est bien celui-là. La conduite, c'est un vrai régal. Alors je le disais, c'est la version dual motor, 408 chevaux, 660 Nm de couple, le 0 à 100 en 4,7 secondes. C'est juste du bonheur à conduire. Je le disais, cette sensation de robustesse de la voiture, ces accélérations qui sont très très convaincantes avec ce couple généreux de 660 Nm. La voiture se comporte hyper bien. On a ce bon compromis, je trouve, en fonction de mes critères de nouveau, entre le confort et l'aspect sportif. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la conduite, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a aucune autre voiture électrique que j'ai essayé jusqu'à présent qui procure de telles sensations en termes d'accélération. Il y en a des plus confortables, hein. Si on prend une Mercedes EQA par exemple, la Mercedes EQA est plus confortable. Alors c'est un SUV, etc. C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, elle est plus confortable. Si on prend la version la plus extrême de la Tesla Model 3, elle est plus performante. Mais le compromis de tout ça, je dirais que voilà, je le trouve ici. C'est un peu moins confortable qu'une Mercedes EQA évidemment, mais c'est plus sportif. Et puis on n'a pas ce côté SUV, même si elle est un petit peu surélevée, puisque la base, je le rappelle, c'est celle de la Volvo XC40. Et puis on a ce côté sportif, mais on n'a pas ce côté extrême non plus, même si 408 chevaux, ça reste énorme. Mais on n'a pas ce côté extrême qu'on peut avoir sur une Tesla Model 3 Performance. Donc on a, je trouve, vraiment le bon compromis. Je vous invite à l'essayer. Et à l'essayer aussi en 2 roues motrices. J'avais été vraiment étonné, notamment en conduite de tous les jours. Évidemment que si vous faites un 0 à 100, vous allez vous rendre compte que on passe de 4,7 à 7,4 secondes. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Mais en conduite de tous les jours, les accélérations depuis l'arrêt complet au démarrage d'un feu rouge, etc., sont tout à fait convaincantes aussi sur la version à un seul moteur. Donc essayez-la peut-être là aussi si vous avez l'occasion. Donc bilan. Au niveau de la conduite, oubliez tout ce que vous avez connu. Avant, j'avais une Skoda Superb diesel avec le moteur d'entrée de gamme. Autant vous dire que là, le grand écart, il est gigantesque entre ce que j'ai connu avant. Cette grande berline, très confortable, mais un moteur diesel et voilà, avec une puissance d'une centaine de chevaux. Et puis celle-là avec 408 chevaux en électrique. Autant vous dire, ça n'a strictement rien à voir. Donc en termes d'agrément de conduite, de performance, franchement, c'est un 9,5 sur 10. Voilà, juste pour pas mettre 10. Le point suivant, c'est le point sur la recharge et l'autonomie. Alors quand on passe à l'électrique, quand on vient d'un moteur thermique, que ce soit essence ou diesel, c'est le repère numéro 1 qui est brisé, c'est celui du remplissage, du réservoir à carburant, etc. Il n'y en a plus. On va recharger la voiture. Quand est-ce qu'on doit la recharger? Combien de temps? Est-ce qu'on va avoir l'autonomie qu'on pense avoir? Combien va-t-on consommer dans telle et telle circonstance? Ça va être très très différent en fonction du relief, en fonction des conditions météo, etc., etc. Donc c'est vraiment le repère numéro 1 qui est brisé. Et au début, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On connaissait le système d'avant, hein, le système de remplir son réservoir. On sait quand on est sur la réserve, il me reste à peu près autant. Voilà, je prends pas trop de risques. Là,
dès qu'on descend en dessous de 20% de capacité de batterie, 15%, la voiture se met en mode dégradé parce qu'elle dit attention, il faut trouver une borne de recharge et donc on panique et on se dit est-ce qu'on va y arriver. La bonne nouvelle, c'est que en ce qui me concerne en tout cas, j'ai toujours été finalement plus pessimiste par rapport à la réalité. Donc ça veut dire que quand j'avais X kilomètres à parcourir, je me disais aïe aïe, est-ce que je vais y arriver? Du coup je roulais un peu mollo et finalement j'y arrivais très très largement. Donc ça c'est plutôt rassurant, plutôt que l'inverse d'être optimiste et finalement de jamais y arriver. Et puis, exactement comme une voiture à moteur thermique, on apprend à connaître la voiture. On sait dans quelles conditions elle consomme plus, dans quelles conditions elle consomme moins, en fonction des conditions météo, du relief, du trajet qu'on va devoir effectuer, etc., etc. Et donc on apprend à la connaître et on sait exactement si cette fois-ci, ok, ça va le faire, je dois recharger ou pas. Voilà, c'est exactement comme une voiture à moteur thermique, mais il faut effectivement s'habituer pendant quelques semaines. Ça prend pas un an. Et pendant quelques semaines, on va se faire parfois un petit peu peur, c'est vrai, mais globalement, on est toujours assez pessimiste et donc finalement, ça fonctionne toujours. On apprend à repérer aussi les bornes rapides dans les environs. Alors je dois vous avouer qu'en un an, j'ai pas eu recours très souvent aux bornes de recharge ultra rapides. J'ai rechargé chez moi principalement et sur mon lieu de travail. Je dirais que j'ai rechargé à 92-93% chez moi sur mon lieu de travail. 3-4% ce sera sur des chargeurs rapides, mais juste pour 5 minutes parce qu'il me manquait 20 km et voilà, il me manquait pas grand chose. Et donc je me suis arrêté 5 minutes et je suis reparti. Donc exactement ce que j'aurais pu faire avec une voiture à moteur thermique à une station-service. Et puis il y a quelques fois, 2-3% effectivement, où j'ai fait des plus longs trajets et où j'ai dû effectivement recharger plus longtemps. Mais en fait, on se rend compte au bout d'un an que les trajets qui dépassent les 300 km, c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Là, par rapport où je suis au sud de Bruxelles, si je veux me rendre au littoral, à la côte belge, j'aurai 140, 150 km, un petit peu plus peut-être. Et je me rends compte qu'en fait, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver dans les embouteillages, parce qu'à un moment donné, il y a une partie en route nationale, etc. Tout n'est pas de l'autoroute. Et bien finalement, je peux faire l'aller-retour sur une seule charge. Je peux d'autant plus vous en parler que je l'ai fait hier et qu'au final, il restait 15% quand je suis rentré chez moi. Donc voilà, absolument aucun problème. Et pour ça, il y a un élément qui est très important, c'est alors non pas l'indicateur que vous avez sur le tableau de bord, mais ce que vous avez dans Google Maps. L'indicateur que vous avez dans Google Maps, comme ce qu'on va retrouver sur la Tesla Model 3, eh bien, vous indique avec précision ce que vous allez avoir à l'arrivée et également, si vous faites le trajet retour, ce que vous aurez à la fin du trajet retour. Donc ça, c'est très très précieux et c'est légèrement pessimiste. Donc ça veut dire que si elle vous dit à l'arrivée, il vous restera 28%, il y a des chances qu'il vous en reste 32 en fait. Donc ça, c'est plutôt positif parce que c'est légèrement pessimiste. Alors, vous pouvez évidemment moduler tout ça en fonction des conditions de circulation et de votre manière de conduire. Si à l'arrivée, elle vous dit il restera 2%, vous savez que si vous roulez 10 km/h moins vite, il restera 5, 6, 7, 8% peut-être. Et quelque chose qui va être implémenté prochainement, c'est la possibilité de savoir combien il manque. Et ça, c'est intéressant. Si elle vous dit sur l'allée, il vous manquera, mais vous ne savez pas combien, donc autrement dit, elle vous dit simplement vous n'arriverez pas à destination, ça vous fait de belles jambes parce que vous ne savez pas de combien vous allez manquer. Alors que si elle vous dit à l'arrivée, vous serez à -3, et donc vous roulez un chouïa moins vite et vous allez arriver à destination. Donc c'est bien de savoir combien il manque. Vous pouvez adapter à ce moment-là peut-être votre parcours aussi, prendre moins d'autoroute et dans ce cas-là, vous arriverez à destination plus facilement. Et donc ça, ce sera implémenté prochainement. Alors dans la vraie vie, combien de kilomètres puis-je parcourir avec cette voiture? Je dirais que c'est à la grosse louche entre 250 et 350 km. 250 km, c'est, alors je suis principalement sur des autoroutes, donc 250 km sur autoroute quand il fait froid, 350 km avec des températures plus clémentes comme maintenant aux alentours de 15-20 degrés, et à chaque fois, sachez que je ne roule pas à l'économie, donc j'essaye pas de couper tout pour consommer moins, de rouler à 90 sur l'autoroute parce que ça va consommer moins, non. Alors je lève parfois un petit peu le pied, c'est 120 en Belgique, je roule parfois à 115 ou 110 quand j'ai un trajet comme je viens de faire, un aller-retour sur la côte, pour le faire sur une seule charge, mais à aucun moment je vais en hiver couper le chauffage, quoi. Donc on va rouler tout à fait normalement avec les équipements activés. La recharge du quotidien,
comme préconisé par Polestar, c'est 90% de la batterie. Donc j'ai réglé le petit témoin sur 90% et je recharge au quotidien sur 90%. Quand je suis allé faire mon aller-retour là, il y a 2 jours au littoral, ben là j'avais poussé à 100%. De manière exceptionnelle, bien sûr, on peut recharger à 100% quand c'est utile. J'ai rechargé donc sur les grands axes. Alors j'ai remarqué sur les grands axes, donc en dehors de chez moi et du lieu de travail, j'ai chargé principalement sur des grands réseaux. Donc le réseau Ionity, le réseau Fastned, parce que ce sont des grands réseaux et la fiabilité est au rendez-vous. J'ai de temps en temps rechargé sur des réseaux secondaires, des réseaux dans des villes, par exemple des réseaux publics, etc., ou des chargeurs sur des supermarchés, des parkings de supermarchés, etc. Et là j'ai remarqué qu'au niveau de la fiabilité, il y a plein de systèmes différents, c'est pas toujours très fiable, il y a des bornes qui ne fonctionnent pas. J'étais avant-hier dans un hôpital par exemple où il y avait 15 chargeurs et je ne suis pas parvenu à charger, alors que d'autres chargeaient. Il y en avait un qui mettait une erreur directement au niveau du tableau de bord. Donc voilà, quand ce n'est pas des gros réseaux officiels qui sont bien maintenus avec une certaine fiabilité, on n'a pas justement cette fiabilité qui est au rendez-vous et donc c'est assez perturbant et surtout ça peut faire peur, quoi. On sait que si on s'arrête à un chargeur Fastned ou un chargeur Ionity, et il y en a d'autres, hein, mais moi c'est ceux-là que j'ai expérimenté le plus, je sais que là, je m'arrête et le réseau Fastned notamment a la fonction plug and charge et donc avec cette voiture qui est encodée, eh bien je sais que je m'arrête et hop, voilà, ça charge directement, je ne dois pas passer le badge, etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Voilà. Donc en ce qui concerne l'autonomie, on est généralement un petit peu pessimiste. En fait, il y a un petit peu plus que ce qu'on imagine et surtout, on se fait souvent des plans sur j'ai besoin de beaucoup d'autonomie. Au quotidien, franchement, c'est pas vrai. Sauf si vous êtes représentant, que vous faites 500 km par jour, bien sûr. Mais dans la plupart des cas, franchement, je travaille à 50 km de chez moi. Ça fait 100 pour l'aller-retour. La plupart du temps, je charge tous les 2-3 jours. Et voilà, ça ne me pose pas de problème. Et pour les longs trajets, je vous le disais, j'ai expérimenté la charge rapide. Dès le moment que vous êtes sur un réseau officiel, un gros réseau officiel, ça passe sans problème. Et l'autonomie, moi, quand on me demande à la combien l'autonomie cette voiture, je dis l'autonomie suffisante. Parce que moi, l'autonomie, elle est suffisante pour mon usage. 250 à 350 km dans la vraie vie. Je vous propose de passer au point suivant. C'est justement le point Android Automotive. La présence d'Android Automotive dans cette voiture, c'est un des points positifs qui m'ont amené à choisir une Polestar 2 qui d'ailleurs est la première voiture à accueillir Android Automotive. Alors pour rappel, Android Automotive c'est le système qui pilote l'entièreté de la voiture, c'est pas Android Auto, Apple CarPlay qui ne sont que des miroirs de ce qu'on va retrouver sur votre téléphone portable. Là non, on a vraiment le système intégré qui pilote la voiture, qu'on va retrouver dans cette Polestar 2, dans certaines Volvo maintenant également, et puis dans les voitures du groupe Stellantis de plus en plus, avec à chaque fois une surcouche qui reprend le look and feel, comme on dit en franglais, du constructeur. Donc on ne se rend pas compte qu'en fait c'est le même système qui se trouve derrière, parce qu'on a à chaque fois le visuel correspondant à la marque dans laquelle on se trouve. Donc voilà, Android Automotive, qui pour moi est un système très prometteur. Pourquoi ? Parce que évolutif. Et on est dans une période où tout ce qui n'est pas upgradable, tout ce qui n'est pas possible de mettre à jour, eh bien devient vite obsolète. Et là, avec ce système, eh bien, on a quelque chose qui peut être mis à jour. Et surtout, les développeurs vont pouvoir développer des applications qu'on va pouvoir retrouver dans cette voiture comme dans toutes les autres, donc qui sont propres à Android Automotive. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, je ne vais pas vous redétailler tout le système, mais le côté application, effectivement, on va le retrouver ici. L'accès au Play Store ici en dessous également. On va pouvoir naviguer. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'applications pour l'instant, mais quelques-unes, je vous le disais, sont apparues durant cette année. On a notamment un lecteur vidéo, vidéo player. On a des applications spécifiques comme l'application ABRP, Better Route Planner, qui fonctionne très très bien pour planifier avec une grande précision des itinéraires en 100% électrique. On a le browser Vivaldi qui n'existait pas auparavant, qui est maintenant disponible également dans cette voiture. Donc voilà, des applications qui arrivent au fur et à mesure, d'autres qui étaient déjà là quand j'ai pris possession de la voiture. L'application Spotify par exemple, l'application Radio Player, disponible également pour retrouver toutes les radios de manière digitale, donc toutes les radios disponibles dans une zone donnée.
Spotify, je ne vais pas vous le présenter évidemment. On a Google Assistant qui est une référence. On a Google Maps qui est une référence également. Voilà, donc vraiment, j'y crois dans ce système. Mais je dois dire que durant cette année, une fois de plus, il y a eu pas mal de bugs, de petits problèmes de jeunesse, on va dire. Ça a été compliqué. Tout n'a pas toujours fonctionné correctement. Mais là, voilà, ça a tendance à se stabiliser depuis quelques mois maintenant, un petit peu comme ce qu'on va retrouver au niveau de l'application Polestar. On est ici sur la V2 du système d'infodivertissement de Polestar, donc Android Automotive, et je veux dire qu'on a quelque chose maintenant d'assez stable. Donc je pense qu'on est vraiment dans une période où là maintenant, en avril 2022, on a stabilisé l'application, on a stabilisé Android Automotive dans la voiture et on va pouvoir, tant sur l'application que sur le système intégré ici d'infodivertissement, avoir des nouvelles choses qui vont apparaître. En tout cas, cette dernière version est optimisée pour accueillir des nouvelles choses au niveau du système d'infodivertissement. Voilà ce que je peux dire sur le système Android Automotive. Pas mal, très chouette. Très prometteur, ça reste très prometteur et mon avis qui était celui au moment où j'ai acheté la voiture d'un système dans lequel je vais croire, eh bien j'y crois toujours, mais je dois dire que j'ai eu pas mal de déconvenues durant cette année, mais maintenant franchement on a quelque chose de bien stabilisé, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans le futur. Retour à l'extérieur pour vous parler de l'application Polestar. Alors l'application Polestar, elle est arrivée peu de temps après que j'ai reçu ma Polestar 2. Donc c'était en mai, je pense, oui, mai-juin de l'année dernière. On va pas se le cacher, elle est très très basique, très esthétique, mais très basique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut verrouiller, déverrouiller la voiture. On peut activer ou désactiver la clim avec possibilité de programmer des minuteries. On peut régler une puissance de recharge maximale en ampères et puis planifier la recharge. C'est tout. Donc c'est vraiment très très basique. Possibilité également de s'en servir comme clé avec la Polestar Key. Et donc on peut se passer complètement de clé pour peu que l'application soit active sur le téléphone. Eh bien vous pouvez rentrer, sortir et démarrer la voiture en ayant juste votre téléphone sur vous. Alors je m'en suis servi quelques fois, mais je dois vous avouer que ça fait un petit peu peur quand même, surtout que cette application, elle n'a pas toujours été très stable. Là, maintenant, depuis quelques semaines, elle a tendance à se stabiliser, ça va mieux, mais ça veut dire que pendant un an, on a connu quand même des périodes où ça fonctionnait plus ou moins bien, des périodes où dès qu'il y avait une mise à jour, l'application se remettait à zéro, les minuteries de programmation pour les départs le matin, etc. Étaient supprimées. Donc, voilà, le monsieur, quand je suis allé chercher la voiture, m'avait prévenu, m'avait dit voilà, l'application elle est nouvelle, Polestar Key ça fonctionne, mais ça fonctionne peut-être pas tout le temps. Et donc dans un premier temps, lui faites peut-être pas trop confiance. Et voilà, c'était le conseil au moment de récupérer la voiture. Autant vous dire que voilà, c'est resté dans un petit coin de ma tête et j'ai un peu de mal maintenant à lui faire confiance. Cela dit, je l'ai fait quelques fois, étant donné qu'au supermarché juste à côté ici, on peut payer avec le téléphone également. Eh bien, j'ai joué le jeu de ne partir qu'avec mon téléphone, qui m'a servi de clé pour démarrer la voiture et qui m'a servi pour payer au magasin. Et je suis revenu et je n'ai utilisé que mon téléphone. Voilà, donc je l'ai fait, ça fonctionne. Mais j'aurais du mal quand même pour des longs trajets à ne partir qu'avec mon téléphone et à me retrouver peut-être loin de chez moi sans une clé officielle me permettant d'utiliser la voiture. L'app, elle est, je le disais, stable depuis maintenant quelques semaines, mais vraiment pas beaucoup. On est là au mois d'avril. Je dirais depuis le mois de mars, elle est relativement stable. Les 2 dernières mises à jour l'ont vraiment bien stabilisée, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait notamment attendre très longtemps quand on ouvre l'application pour avoir la mise à jour des différents paramètres sur l'écran. Et puis parfois, on ouvrait l'application et elle disait impossible de se connecter avec la voiture. Il fallait fermer l'application, rouvrir l'application. Voilà. En termes d'ergonomie, on a connu mieux quand même. Donc là, c'est pas génial, mais je ne doute pas qu'avec le temps, eh bien, les bugs vont avoir tendance à disparaître petit à petit. Dans les fonctions que j'aimerais voir arriver sur cette application Polestar, il y a notamment le kilométrage. J'aimerais bien voir afficher le kilométrage de la voiture. C'est tellement con. Quand la voiture se connecte, quand le téléphone se connecte à la voiture, il y a moyen d'échanger toutes ces informations. Donc voilà, juste afficher le kilométrage actuel de la voiture, ça me ferait plaisir. Notamment, vous prenez rendez-vous, c'est con, mais vous prenez rendez-vous pour un entretien, vous demandez le kilométrage. Ah, je sais pas, je dois aller voir dans la voiture. Alors qu'a priori, en ouvrant l'application, ça devrait être lisible. La position de la voiture aussi, ce serait vraiment sympa. Le fait de pouvoir retrouver, vous amener à pied
d'activer jusqu'à la voiture, puisque l'app devrait pouvoir connaître sa position. Possibilité d'activer volant et siège chauffant individuellement et indépendamment du chauffage, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un accès aux caméras 360, ce serait bien. On a la chance dans cette voiture, ce qui n'est pas le cas dans une Tesla Model 3, d'avoir un mode 360. Alors on a bien sûr les caméras dans la Tesla Model 3 qui filment avec ce mode Sentinelle. J'aimerais bien pouvoir bénéficier de ce mode Sentinelle dans cette voiture également. Et puis déverrouiller le coffre et le frunk, ça peut être pas mal aussi. Voilà, ça peut juste déverrouiller le coffre, donc sans donner accès à l'intérieur de la voiture, ça peut être utile. Idem pour le frunk. Bref, alors application basique, franchement, mais là maintenant ça fonctionne mieux. Ça a été bien pire dans le passé et durant cette année écoulée, quelquefois je me suis un peu énervé sur l'application. Là maintenant ça commence à devenir un petit peu sérieux et j'ai vraiment hâte maintenant que cette application est relativement stabilisée, et bien de pouvoir voir d'autres fonctions arriver sur cette application Polestar. Un point que je voulais évoquer avec vous, parce que je vous en parle dans toutes mes vidéos, c'est le point Arval, partenaire de Charging Station. Alors, du coup, cette voiture, elle est en leasing chez Arval, un leasing opérationnel, puisque je suis en société. Leasing opérationnel. Et comment ça s'est passé durant cette année, ces 15 000 km, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Voilà, je voulais un petit peu partager avec vous. Alors, j'ai pas eu 1000 contacts avec Arval, parce qu'en fait, tout se règle naturellement. Tous les mois, vous payez votre loyer. Et voilà, après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'application, ça je vais vous en parler. Et puis, le fait qu'il y ait cette balance qui est faite chaque année par rapport à ce que vous utilisez au niveau de la voiture, du kilométrage que vous avez déclaré à la base et l'utilisation réelle que vous avez de la voiture. Au niveau de la signature du contrat, franchement, je n'ai pas de mauvaise expérience du tout, puisque là, tout s'est passé de manière assez fluide. Et je le disais, on sent bien que c'est quelque chose, que c'est une grosse société et que c'est quelque chose de très rodé. Les mails arrivent de manière automatique, etc. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir un conseiller au téléphone si on le souhaite, mais voilà, on sent que c'est, on doit pas aller à la pêche aux informations. Les informations arrivent naturellement, ce qui est plutôt sympathique. Alors moi, personnellement, j'avais choisi de déposer un acompte pour faire baisser la mensualité. Donc ça, c'est une opportunité que vous avez également. Dans le cadre d'une société, par exemple, si vous devez faire des frais, etc., vous pouvez déposer un acompte pour faire baisser la mensualité. Moi, c'est la formule qui me convenait. C'est évidemment pas obligatoire. En tant qu'utilisateur, j'ai aussi accès à une application. Et là, je vais vous en parler de l'application parce que je la trouve bien faite. Peut-être que chez Polestar, on devrait s'inspirer de chez Arval parce que l'application, elle est vraiment bien faite. C'est la nouvelle application My Arval Mobile qui me permet d'accéder à pas mal de choses, notamment les conditions du contrat, les différents documents légaux, l'autorisation d'utilisation, le dernier certificat d'assurance, mon profil complet avec mes coordonnées complètes, etc., mes factures et puis éventuellement les contraventions. Alors pour l'instant c'est un dossier qui est vide, voilà, je tiens à vous le signaler, pas de contravention donc. Et puis la partie service avec la possibilité de déclarer un sinistre, de planifier des entretiens, de consulter l'historique des interventions qui sont faites sur la voiture avec à chaque fois la date, le lieu, le kilométrage, le coût pour info évidemment, et puis la nature de l'intervention. Et puis enfin la partie kilomètres qui permet d'introduire manuellement le kilométrage actuel, et ça permet immédiatement de se situer par rapport au kilométrage auquel on devrait se trouver. Vous avez un contrat et donc naturellement vous payez tous les mois 1/12 d'une année et donc forcément s'ajoutent tous les mois X kilomètres qui sont censés être finalement la somme totale depuis la première mensualité, la somme totale parcourue jusque-là. Sauf que moi j'ai parcouru moins de kilomètres que ce qui était prévu sur le contrat. Alors comme dans tous les contrats de leasing, si vous en parcourez plus, vous devrez payer. Si vous en parcourez moins, vous serez remboursé. Et donc c'est mon cas. Et donc l'avantage, et ça c'est vraiment très très chouette, c'est que chez Arval, vous allez pouvoir au bout d'un an, et ça se fait de manière automatique, avoir un calcul qui se fait. Là, j'ai consommé moins, j'ai moins roulé en fait que ce qui est prévu par le contrat. Je vais avoir un remboursement de ce que je n'ai pas roulé en fait et de ce qui avait été facturé durant cette année. Donc, je trouve ça assez sympa d'avoir cette régularisation régulière tous les ans plutôt que de devoir attendre la fin du contrat. Et ça permet aussi, si vous roulez plus par exemple, d'ajuster les montants et de ne pas avoir de surprise à la fin du contrat. Donc, il y a un suivi là qui me semble intéressant, une démarche qui est intéressante au niveau
du suivi justement et d'avoir quelque chose d'assez régulier. Alors, c'est pas tous les mois évidemment, hein, mais sur un an par exemple, on peut avoir une idée bien précise de ce qu'on a roulé et du coup bien se situer par rapport aux kilomètres qu'on a payés, s'ils sont supérieurs ou inférieurs au kilométrage réel de la voiture. Donc voilà. Durant cette année, alors est-ce que j'ai eu des contacts avec Arval? J'ai eu des contacts, le premier c'était pour faire installer les pneus hiver. Bon là tout s'est fait en direct avec le monteur de pneus agréé dans la région qui est la mienne. Donc, voilà, là aussi pas de problème et c'est le monteur de pneus qui évidemment règle tout ce qui est paiement etc. directement avec Arval. Donc pour moi ça n'intervient pas. Le second concernait un plantage des connexions. Ah oui, j'ai eu un plantage de connexion, le fameux TICAM, hein, donc la connexion de la voiture. Et c'est vrai que j'ai dû quelquefois rebooter la voiture. Il y a soit le reboot simplement du système d'infodivertissement ou un reboot des connexions de la voiture, donc un reboot complet des connexions de la voiture. Ça m'est arrivé quelquefois, alors pas récemment, je le disais, comme pour l'application, voilà, on a une fiabilité quand même qui s'installe au niveau de la connectique. Et voilà, j'ai pas dû le faire récemment, mais quand j'ai dû le faire quelquefois, donc entre mai et je dirais la fin de l'année 2021, une fois ça n'a pas fonctionné et c'est resté planté. Donc je n'avais plus accès à toute la partie connectivité avec l'extérieur. J'avais une petite croix sur la connexion 3G, 4G. Donc là, impossible d'avoir par exemple une recherche par l'assistant Google, une recherche de destination, etc. Plus rien ne fonctionnait. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez le concessionnaire, un concessionnaire Volvo, donc en direct. J'avais aussi fait une demande sur l'application Arval. Mais en fait, je me suis rendu compte après que je pouvais prendre contact directement avec le concessionnaire. Mais comme j'avais fait une demande, j'ai quand même reçu un message de retour qui m'invitait effectivement à prendre contact avec le concessionnaire. Mais donc, il y a eu une réactivité assez importante de la part du service clientèle de chez Arval, du conseiller qui assure le suivi et qui a répondu de manière assez prompte à ma demande, même si elle n'était pas utile. Une fois arrivé chez le concessionnaire, alors là c'était ma crainte, c'était de se dire, ok, Polestar c'est relativement récent, il n'y a pas des milliers de voitures Polestar en Belgique encore là aujourd'hui, et donc quand je vais arriver chez un concessionnaire Volvo, alors ils en livrent probablement beaucoup, mais est-ce qu'ils en ont beaucoup en service après-vente? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez Volvo qui s'y connaît vraiment en Polestar? Et j'ai été rassuré en déposant la voiture parce que je me suis rendu compte directement que on appelait un technicien et que le technicien qui est arrivé connaissait la Polestar sur le bout des doigts. Il me parlait de termes techniques que je connaissais bien par rapport à la voiture et qui ne sont pas forcément des termes liés à Volvo. Et donc voilà, ça me plaisait d'avoir quelqu'un qui, en tout cas chez ce concessionnaire-là, s'y connaissait vraiment en matière de Polestar. Je n'avais pas l'impression de laisser ma voiture à des gens qui la prennent comme ça parce que c'est Polestar, mais qui en fait sont plus Volvo que Polestar et qui s'en fichent un petit peu. Pas du tout. Et la voiture a été prête, on m'avait annoncé 40 minutes, je pense qu'elle était prête au bout de 35 minutes, donc on était tout à fait dans les temps et la voiture a été remise comme il fallait avec le reset complet, etc. Voilà, donc expérience positive, notamment au niveau de quand il faut avoir recours au service après-vente, donc ça c'est plutôt pour le côté Volvo, et puis par rapport à l'application d'Arval, qui vraiment est une application là pour le coup qui est vraiment très très utile puisqu'il y a justement pas mal d'informations et je le disais, les réactivités par rapport au service clientèle qui sont tout à fait bonnes aussi. Donc là vraiment je ne vois pas ce que je pourrais dire de négatif. Peut-être d'autres ont eu des expériences moins favorables avec Arval et je vous invite à partager ça si c'est le cas. Voilà, parce que ça peut arriver évidemment, mais en ce qui me concerne, j'ai pas rencontré le moindre souci et je dois dire que on sent que c'est du sérieux derrière et on sent que il y a une équipe qui est rodée et qui connaît bien son métier et donc c'est assez rassurant effectivement quand on prend une voiture qui a un certain budget de savoir que derrière, tant d'ailleurs chez Arval que chez Polestar et chez Volvo, on a des gens qui sont au taquet pour ce qui est de résoudre les problèmes, même si effectivement durant cette année il y a quand même eu beaucoup de problèmes en termes de connectivité. J'ai pesté quelques fois l'application Android Automotive, etc. Mais voilà, il y a pas de voiture avec aucun problème. Je pourrais vous citer la longue liste des voitures d'essai avec lesquelles j'ai eu des soucis, ce que je ne mentionne jamais d'ailleurs dans mes essais. Pourquoi? Parce que je pars du principe que le problème que je vais rencontrer, si je le mentionne dans l'essai, on va considérer que c'est une voiture qui a des problèmes, alors qu'en fait, le fait que moi j'ai un problème, ça peut arriver à n'importe qui, et parfois il y a des voitures qui seront peut-être peu fiables, mais moi je n'aurai pas de problème avec, et donc celles-là on pourra considérer qu'elles sont très fiables à tort. Donc pour ce qui est des problèmes qui arrivent comme ça de manière
ponctuel, j'évite d'en parler dans mes essais, mais je peux vous le dire sans citer les marques que j'ai eu dans mes essais une voiture qui est repartie sur une dépanneuse parce que c'était une voiture 100% électrique d'une marque bien connue et normalement qualifiée de fiable et qui s'est arrêtée et a mis problème défaillance moteur, appelé une dépanneuse, il n'y avait pas moyen de la redémarrer. Une autre où je n'avais pas de chauffage par exemple, voilà, le chauffage était en panne. Une autre d'une marque très très luxueuse qui avait un écran qui ne fonctionnait pas. Panne d'écran. Pourquoi? Donc voilà, il faut avoir un petit peu de chance pour effectivement passer entre tous ces problèmes. Et la plupart du temps, évidemment, ça se passe bien. Hein, j'ai pas des problèmes avec toutes les voitures que j'essaye. Mais c'est vrai que c'est pas propre à cette voiture, c'est pas propre à une Tesla Model 3. Ça arrive pas mal, notamment des écrans d'infodivertissement qui redémarrent tout seuls parce que ils se plantent. C'est arrivé des dernières voitures que j'ai eues, c'est arrivé là aussi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais ça arrive et c'est comme ça et ça, surtout ça tend à s'améliorer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour l'instant, pas un seul couac au niveau du leasing avec cette voiture chez Arval. Je croise les doigts pour que ça continue, mais voilà, jusqu'à présent c'est vraiment un plus pour l'utilisateur. Je me sens en sécurité chez eux et du côté du client, ah oui, parce que comme je suis en société, il y a le côté utilisateur, l'application, etc. Et puis il y a le côté client, c'est-à-dire quand on m'envoie la facture à moi, puisque ma société la paye. Et là, c'est vraiment deux aspects différents. Donc, je pourrais avoir 15 employés avec 15 voitures différentes et donc chacun pourrait gérer sa voiture et moi, je gère les 15. Donc, voilà, moi, j'ai ces deux côtés-là. Et sur le côté gestionnaire de flotte, entre guillemets, même s'il n'y a qu'une voiture, là aussi, on a le site internet MyArval qui propose toutes les informations qui sont intéressantes autour de la voiture et qui permet de gérer autant de voitures qu'on le souhaite, évidemment, avec de nouveau le contrat, etc., les services, etc. Donc voilà, tout ça est très très bien, que ce soit du côté de l'utilisateur ou du côté du client. Et si c'était à refaire? C'est la grande question, évidemment. Alors sachez que depuis que j'ai cette Polestar 2, eh bien j'ai essayé 32 voitures électriques ou hybrides rechargeables sur Charging Station et à chaque fois, quelles que soient les voitures essayées, de la Dacia Spring à 18 000 € à l'Audi RS e-tron GT à 180 000 €, eh bien à chaque fois, quand j'ai rendu les voitures et que j'ai récupéré la mienne, eh bien j'étais heureux de retrouver la Polestar 2. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, eh bien cette Polestar 2, c'est encore dans cette gamme de prix évidemment cette voiture qui me convient le mieux. Si j'avais un budget supérieur, alors un budget très supérieur, eh bien je pense que je prendrais une petite Porsche Taycan. Voilà, c'est la voiture qui me ferait vraiment plaisir en ce moment. Une Porsche Taycan si j'avais un budget largement supérieur. Pour sa ligne, pour l'esprit Porsche, c'est vrai que j'ai essayé le RS e-tron GT, mais même si la base est la même, on n'est pas dans une Porsche et il n'y a rien à faire quand on est dans une Porsche. On est dans une Porsche, on n'est pas dans une Audi, on n'est pas dans une autre voiture. Et donc voilà, c'est probablement celle que je prendrais, une Porsche Taycan. Et si j'avais un budget inférieur? Alors là, il y en a pas mal qui sont d'excellentes voitures et qui, une fois de plus, correspondent à mes critères. Ça veut pas dire que les autres sont pas bonnes, hein. Ça veut dire que celles-là, en tout cas, moi, je les adore. Notamment la Ioniq 5 de Hyundai pour son look, pour ses phares pixels que j'adore. Et puis sa plateforme spécifique, ça c'est un des inconvénients de celle-ci, plateforme spécifique qui va maximiser l'espace intérieur, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, puisque celle-ci n'est pas spécifique à l'électrique, puisque c'est la plateforme de la Volvo XC40 qui existe aussi évidemment avec des moteurs thermiques. Alors la Mercedes EQA, j'en parlais tout à l'heure, au niveau de son confort, c'est probablement l'une des voitures les plus confortables avec un budget un peu inférieur à celle-ci, l'esprit Mercedes en plus évidemment, cela dit au niveau du budget on sera quand même pas loin de celle-ci, surtout avec quelques options. Et puis la Skoda Enyaq préférée des familles, là aussi vous pouvez revoir l'essai sur Charging Station, c'est la Volkswagen ID4 en mieux. Au niveau du look je la trouve assez réussie, je suis moins convaincu par l'arrière mais je la trouve globalement assez réussie. L'intérieur est très sympa et puis surtout en termes de qualité des matériaux, ça n'a rien à voir avec la Volkswagen ID4 et en termes de volume, d'espace intérieur, c'est vraiment très sympa. Et puis l'autonomie qui est largement suffisante également. Donc voilà, Ioniq 5, Mercedes EQA, Skoda Enyaq sont trois voitures que je pourrais choisir avec éventuellement un budget inférieur à celui que j'ai aujourd'hui avec cette Polestar 2. Alors deux conseils avant de conclure parce que c'est des sujets dont on me parle très régulièrement et ça je dois vraiment vous le dire. Le premier conseil, c'est de ne pas choisir la voiture avec la plus grande autonomie en disant comme ça on sera à l'aise. Non,
Choisissez la voiture avec l'autonomie qui vous convient, qui convient à 95% de vos trajets du quotidien. Je dis toujours, si vous faites un trajet et qu'en fait vous ne devez pas vous poser de questions, c'est que la voiture vous convient. Si à chaque fois que vous faites un trajet, vous vous demandez si vous allez arriver à destination, c'est que ce n'est pas la bonne voiture. Donc prenez une voiture qui convient à votre utilisation et pas l'autonomie avec la voiture avec la plus grande autonomie. Et puis surtout, prenez une voiture qui vous plaît. Voilà, il vaut mieux une voiture qui vous plaît avec un peu moins d'autonomie que à tout prix la voiture avec le plus d'autonomie. Et finalement, c'est pas celle-là que vous auriez choisi parce que la voiture, vous allez la voir tous les jours devant chez vous et vous allez être au volant de cette voiture tous les jours. Et donc, si elle vous plaît pas, même si elle a la plus grande autonomie et vous allez vous rendre compte rapidement que c'est pas ça qui comptait finalement, eh bien, vous allez être un petit peu triste et déçu de votre achat. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est ne vous tracassez pas pour les chargeurs rapides. C'est vrai qu'on dit toujours « Ah, Tesla, l'avantage, c'est les chargeurs rapides ». Personnellement, j'en ai utilisé 3-4 en un an et chaque fois pour 5 minutes. Et j'ai pas eu de problème. Donc j'aurais été à des superchargeurs Tesla, j'aurais pas eu de problème non plus. Mais je veux dire, ça n'occupe pas mes journées et mes semaines. Et encore une fois, c'est parce que je travaille à 50 km de chez moi et donc je fais 100 km aller-retour par jour. Je serais sur la route toute la journée, évidemment que ce serait un problème et que j'aurais envie d'une voiture avec le meilleur réseau de recharge et que dans ce cas-là, peut-être une Tesla s'impose. Mais dans tous les autres cas, si vous avez une utilisation normale de la voiture et pas une utilisation intensive tous les jours, eh bien, vous pourrez, les quelques fois où vous allez faire des trajets qui dépassent l'autonomie sur une seule charge de la voiture, vous pourrez tout à fait le faire avec les chargeurs rapides sur le bord de la route et assez rapidement, je vous le disais tout à l'heure, vous en repérez quelques-uns autour de chez vous ou proches des endroits où vous allez régulièrement et vous savez que voilà, vous avez ce côté fiable et vous avez des points de chute pour recharger et tout se passe bien. Donc voilà. Vous ne tracassez pas avec les chargeurs rapides. La recharge du quotidien, c'est vraiment à la maison, sur le lieu de travail. Ce n'est pas aux chargeurs rapides que vous allez recharger au quotidien. Et puis, vous allez quelquefois effectivement devoir vous arrêter 5 minutes pour recharger 10, 20, 30 km parce que c'est ce qui vous manque, c'est le petit appoint qui vous manque et pas spécialement rester 40 minutes à un chargeur. Ça, c'est vraiment pour les très longs trajets. Si vous traversez la France, évidemment, là, ce sera le cas. Pour les autres, franchement, c'est pas utile. Donc, vous tracassez pas avec la recharge et puis concernant la voiture, choisissez vraiment celle qui vous plaît et pas la voiture qui a la plus grande autonomie. Sinon, on roulerait tous en Tesla, qui sont les voitures avec la plus grande autonomie et la meilleure efficience. Mais si on roulait tous en Tesla, ce serait un petit peu triste, non? Donc, choisissez une autonomie réelle qui vous convient et pour le reste, faites-vous plaisir avec la voiture qui vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine sur Charging Station avec un nouvel essai électrisant. Je vous le disais tout à l'heure, celui de l'Audi A8 en version hybride rechargeable. Durant les semaines suivantes, on ira également, alors je prends la petite feuille, chez MG pour l'essai du MG Marvel Air, un SUV made in China. Malgré son nom à consonance anglaise évidemment, MG Marvel Air Made in China avec un rapport prix-prestation absolument étonnant et puis un design qui est très dans l'air du temps, ce qui était peut-être moins le cas du MG ZS qu'on avait essayé il y a quelques temps maintenant, là aussi 100% électrique. Chez BMW, on essaiera la BMW i4 en version M50, ça va déménager là aussi. Et puis chez Kia, le Kia Sportage en version hybride rechargeable. Et puis attention, ça vient de se confirmer, toujours avant cet été, la nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Ça va être très sympa également. Un essai d'une semaine là aussi. Vous saurez tout sur cette voiture et sur toutes les autres. Pour toutes ces raisons, donc, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous pouvez toujours devenir membre de Charging Station en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Vous pouvez rejoindre la communauté Charging Station et moyennant un petit euro par mois, moins d'1 euro par mois, eh bien vous avez accès avant tout le monde aux vidéos de Charging Station dès qu'elles sont disponibles sur la plateforme YouTube sans attendre le dimanche à 18 h. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité et à bientôt.